d'algo, des épreuves régionales où il y a des gens qui vont se déplacer physiquement pour faire des exercices un peu du même genre. Et puis une finale qui se déroule à Pita où des gens vont construire une IA pour un jeu qui a été développé pour l'occasion. Et du coup, c'est généralement des jeux où il y a des matchs 2 à 2 ou plus que ça. Il y a les IA qui se combattent entre eux. À la fin, on fait un classement. Et voilà, ça y est, il y a un grand gagnant pour l'année. Du coup, cette présentation va porter sur la finale, et puis en particulier l'infrastructure qui est utilisée pour pouvoir organiser le concours en finale. Et quand on parle d'infrastructure, ce ne sera pas de la logistique ou quoi que ce soit, même si c'est, je pense, tout aussi dur que ce qui sera présenté ici, mais plus l'infrastructure logicielle. Du coup, pendant 36 heures, il y a 100 personnes qui vont développer dans le langage de leur choix, modulo ce qu'on supporte, sur un jeu, enfin une IA pour un jeu inventé pour l'occasion, et il y a un classement. Donc déjà, ça implique qu'il y a 100 personnes qui vont devoir pouvoir avoir leur IDE Java dégueulasse, super lourd sur leur machine. Et du coup, il y a une relativement grosse hétérogénéité entre les différents programmes que les gens vont utiliser. Et aussi, ça implique qu'on doit faire tourner un certain nombre de matchs pour pouvoir trouver un gagnant. C'est pas acceptable d'avoir un problème sur une longue durée pendant cet événement. C'est un concours dont la finale dure 36 heures. 36 heures, c'est pas beaucoup. Si on passe 10 heures à débugger un problème parce que rien ne marche et tout est en train de brûler, ça va pas vraiment être agréable pour les candidats. Enfin, ils vont potentiellement avoir du temps de s'amuser ou de faire des jeux ou de faire autre chose, mais disons que c'est un peu dommage parce que s'il y a des gens qui veulent faire quelque chose, ils ne pourront pas. Donc on ne peut pas vraiment se permettre de rendre que l'infra soit indisponible pendant un certain temps. Surtout qu'il y a des gens qui sont en train de travailler, du coup si l'infra est indisponible, ça veut dire qu'ils vont potentiellement perdre du code, et ça c'est jamais bon. Alors c'est pas en soi construire une infrastructure pour 100 personnes, c'est pas un problème si compliqué que ça quand il y a le budget qui va avec et il y a le temps qui va avec. Et surtout l'infrastructure aussi réseau sur place. Et là il n'y a aucun des trois. Il n'y a pas énormément de budget dédié. Il y a très peu de temps pour le setup. C'est-à-dire on n'a pas la salle une semaine à l'avance. On ne peut pas faire des grosses modifications sur l'infra-réseau qui n'est pas à nous, sur lesquelles on n'a pas non plus un contrôle incroyable. C'est aussi et surtout fait par des volontaires qui ont une formation quand même relativement limitée. Et puis d'année en année, il y a de nouvelles personnes qui arrivent, qui découvrent cette infrastructure, donc ils doivent être capables de la comprendre et de pouvoir l'utiliser et la débugger relativement facilement. C'est une infrastructure qui se base sur un set de technologies qui est assez uniforme. Globalement, c'est que du Python 3, modulo quelques lignes d'autre chose. La plupart des services de cette infra sont en Django. Pourquoi Django? Parce que ça a l'énorme avantage de générer une interface d'administration super facile à utiliser. Du coup, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de code à écrire et à maintenir, juste pour pouvoir créer les différents objets dont on a besoin. Ça utilise aussi différentes technos de file system qu'on verra après. Nginx, qui est un serveur web qui sert de front-end à toutes nos applications en Django, qui sert à répartir c'est un certain nombre de choses qu'on verra plus tard. Pareil, PostgreSQL en base de données, puis plein de choses qui ne sont pas forcément super intéressantes. On utilise aussi beaucoup systemd. Donc on va parler rapidement de comment tout ça s'organise. Alors déjà, plugin SADM, du coup c'est le nom du projet, qui est utilisé en finale. Il y a 4 ou 5 contributeurs, 12 000 lignes de Python. Ça tout repose intégralement sur Arch Linux, côté serveur comme côté client. Je pense que c'est un choix qui peut paraître discutable au premier abord. Donc tout le monde en entreprise dirait oh là là, mais on utilise Debian parce que c'est super stable. Mais en réalité, pour notre problème, je pense que c'est relativement approprié. Étant donné qu'on va avoir une grosse variété de langages et d'outils qui ne sont pas forcément disponibles partout. Arch Linux a l'énorme avantage d'avoir une très grande variété de paquets disponibles, d'être très à jour, d'être aussi relativement facile à installer et peu prise de tête. L'infrastructure est aussi intégralement documentée. Vous-même, si vous avez envie de regarder comment ça marche, il y a une doc assez bien faite sur prologin-sadm.readdocs.com, je sais très bien, je suis pas sûr. Voilà. Après, rapidement, côté matériel, on a une centaine de participants, mais aussi les organisateurs.
Donc on a environ 120 machines candidates qui sont séparées en deux salles, parce que du coup on ne peut pas mettre 120 machines dans une seule salle. En réalité, il y a environ 80 machines dans une salle en pasteur et 40 machines en master qui est aménagée pour l'occasion. Du coup on se travaille la vie de juif et on déplace des machines pour les mettre en master. Et du coup on met une quarantaine de postes et on demande au vocal de setup un bout du réseau pour nous et puis c'est parti. Les machines n'ont pas de disque dedans, déjà parce qu'on n'en a pas. Et ensuite parce que ça serait une horreur à administrer. C'est-à-dire qu'on doit avoir une infrastructure qui est seulement basée sur des file system réseau et sur du réseau. C'est-à-dire que quand il y a un candidat qui va accéder à un fichier, ça va passer par le réseau, on n'a pas le choix. On a aussi besoin du coup d'utiliser les technologies standards, genre que de facto quand la machine elle démarre, elle va faire une requête d'HTTP pour avoir une adresse, puis après si dans la requête d'HTTP il y a marqué qu'elle est en train de démarrer en réseau, elle va aller faire une requête TFTP pour choper un système d'exploitation, qui lui-même après va aller trouver un file système réseau. Donc on est obligé de faire toute cette chaîne là, et bon du coup c'est un des éléments de l'infra. Maintenant côté organisateur, on a du coup une passerelle qui héberge les services critiques pour l'événement, notamment le DHCP et le DNS, elle sert aussi de passerelle pour les machines qui ont le droit d'accéder à Internet et pour les serveurs et de pare-feu. Du coup on a envie de filtrer quelle machine le candidat a le droit d'accéder à Internet. Parce que du coup il y a des orgas qui sont aussi dans la salle et a priori ils ont potentiellement envie de faire des trucs sur Internet. Voilà. Après, on est aussi obligé d'avoir un certain nombre de serveurs de fichiers. Pourquoi ? Parce qu'on a 120 personnes. Et 120 personnes, en fait, quand il y a 120 personnes qui sont en train de faire tourner plein d'applications qui utilisent de manière assez intensive le réseau, on ne peut pas juste se permettre d'avoir 120 personnes, un seul serveur, ça va bien se passer. Il y a 1 gigabit par seconde, 1 gigabit c'est pas un gigaoctet, tu divises ça par 100. Et on compte tous les problèmes de congestion sur le chemin, parce que du coup, en réalité, les messages qu'envoient les machines, s'il y a 100 machines qui envoient plein de messages en même temps au même endroit, il va juste y avoir des problèmes où tu as certains de tes messages qui vont se perdre, parce qu'il y a trop de messages qui sont envoyés, du coup les machines vont réessayer, et bref, ça crée énormément de problèmes de réseau. Donc une architecture initiale qu'on pourrait se dire, c'est bon, on va mettre, c'est pas grave, on va mettre plus de serveurs, on va tous les brancher au même endroit. On va tous les brancher au même endroit, du coup ça va mieux marcher. Mais encore là, ça marche pas. C'est-à-dire que là, ici, on a les rangées avec les candidats. Il y a environ une vingtaine de machines qui sont branchées sur un seul switch. Un switch du coup qui s'occupe de commuter les messages, de s'occuper de faire l'aiguillage pour les différents messages des machines. Et du coup, ces switches-là sont eux-mêmes branchés sur, je sais pas, en vrai je sais même pas comment c'est fait exactement, parce que c'est pas nous qui gérons ça, on peut même pas voir ce qui est branché derrière. Mais du coup, les switches sont interconnectés entre eux. Et derrière, on va brancher a priori nos services sur un autre switch. Mais du coup, si on fait ça comme ça, si cette machine-là envoie un message à un serveur et cette machine-là envoie un message à un autre serveur, va toujours y avoir un seul et même point de contention qui est là. Et du coup, c'est un problème qu'on peut pas vraiment se permettre d'avoir. Et c'est pour cette raison qu'on a, en fait, les services sont branchés comme ça. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir une interface, pour chacun de nos serveurs de fichiers, on a 2 cartes réseau, il y en a une par switch. Du coup, au total, en final, on a 7 switches, ou 8, je sais plus exactement. Du coup, on a 4 serveurs de fichiers qui ont tous les deux interfaces réseau. Après, comment ça se passe niveau serveur de fichiers ? Du coup, on a 2 composants. Il y a la partie qui ne bouge pas entre les différents candidats. Alors, ils vont tous avoir les mêmes programmes installés sur leur machine, les mêmes services qui tournent dessus. Et cette partie-là, elle est exposée sur NFS. NFS, c'est un protocole super standard, ça fait des années que ça existe. C'est un protocole qui a un gros problème, c'est que quand il y a 100 personnes qui veulent lire et écrire dessus en même temps, il s'effondre, ça marche pas. En tout cas, il s'effondre dans les conditions qu'on a ici. Et on peut juste pas se permettre d'utiliser ça en lecture-écriture. Du coup, en fait, il y a 100 personnes qui vont aller lire des fichiers via NFS. Et vu que on peut pas se permettre d'utiliser NFS pour en écriture, là où les candidats vont avoir le droit d'écrire, c'est-à-dire leur home, là où ils stockent leurs données, ça va être on va utiliser un autre protocole qui s'appelle NBD. NBD, c'est un protocole de bloc, c'est-à-dire que vous n'allez pas demander un fichier, vous allez demander un bout du disque. Genre juste, je veux, je sais pas, 1 kilooctet à cet endroit-là.
Et du coup, c'est un protocole qui est super simple. Il n'y a pas de système de permission, il n'y a que dalle. Vous allez juste dire, genre, demander des bouts de données, quoi. Et vu que c'est un protocole qui est super simple, c'est aussi un protocole qui est super simple à débugger, à comprendre. C'est-à-dire que si on a un problème avec NBD, a priori, ça va pas être un truc bien sorcier, quoi. NBD, c'est pas un protocole qui permet un accès en parallèle non plus. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas conçu pour que genre, il y ait plusieurs personnes qui puissent accéder en même temps à la même home. C'est pas exactement fait pour ça, mais de toute façon, ça tombe bien parce que a priori, les candidats n'ont pas le droit d'accéder à la home des autres parce que c'est quand même un concours individuel. Un autre problème qu'on a, c'est que les candidats peuvent changer de machine. C'est-à-dire qu'ils peuvent se déconnecter et aller voir ailleurs. Du coup, tout le travail qu'on a fait pour faire en sorte que les données des candidats soient proches de leur machine, parce que du coup, si on branche des serveurs au même endroit, sur le même switch que là où sont réellement physiquement les candidats, c'est a priori pour de bonnes raisons, et ça serait dommage que tout ce travail-là soit détruit parce qu'il y a un candidat qui a décidé de se déplacer. Et c'est vraiment pas anodin, parce que du coup, s'il y a tous les candidats qui se déplacent, j'essaie de remonter, je vais remonter voilà. S'il y a tous les candidats qui sont ici, il y a tout un groupe ici qui se déplace là, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces machines-là qui vont toutes avoir leurs données qui transitent par ce même lien qui permet de relier ces deux switches. Du coup, ça génère juste un énorme point de congestion qu'on ne peut pas se permettre d'avoir en finale. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on migre les données. C'est-à-dire quand il y a un candidat qui se déplace d'un point A à un point B, c'est les données qui le suivent et qui vont vers le serveur de données le plus proche. Je vais arriver. Oui. Bon, voilà, du coup, il y a un service qui est en charge de ça, qui sert à migrer les données. Pareil, on doit faire la correspondance entre une machine et le serveur de données le plus proche. Et c'est une correspondance qu'on a a priori envie de faire de manière automatique, parce que si on se trompe une fois, ça veut dire que pendant toute la finale, il y a des données qui vont transiter via un lien, genre un câble qui lui est critique, qui risque de prendre très cher si on se trompe plusieurs fois. Du coup, en fait, quand le candidat s'authentifie, il y a un mécanisme sous Linux qui s'appelle PAM qui permet de juste brancher des bouts de code à vous dans le mécanisme d'authentification. Du coup, quand il s'authentifie, on va aller demander à une autorité centrale genre où est la home du candidat, et il y a tout un processus qui se charge de migrer la home s'il n'est pas au bon endroit, puis on va demander à un serveur NBD auquel se connecter, et hop, ça y est, on a sa home. Un autre truc spécifique à cet événement, c'est qu'on a besoin de faire tourner des matchs, beaucoup de matchs. Du coup, il y a un service qui sert à ça, qui, en gros, sur chacune des machines des candidats, il y a un service qui est capable de lancer des matchs. Et sur une autre machine, il y a un service qui genre monitore tout ça et qui distribue des matchs aux machines et qui agrège le résultat. Du coup, j'en parlerai pas particulièrement parce qu'en vrai, c'est assez indépendant du reste de l'infrastructure. Et bon, voilà, c'est aussi pas un truc que je connais particulièrement bien. Voilà, c'était un rapide survol. Du coup, maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. Une des grosses problématiques de cette infrastructure, c'est de réduire et simplifier le déploiement. En fait, je pense que tous les problèmes que j'ai eu en la déployant, c'est des problèmes dus à moi. C'est genre, oh là là, j'ai mal écrit cette ligne de configuration dans ce fichier-là, dommage. Ah, ça m'a fait perdre qu'une heure. Et c'est un problème assez récurrent. C'est que globalement, la plupart des problèmes que vous allez avoir quand vous avez beaucoup de trucs à faire, que vous êtes bien fatigué, ça va être des problèmes d'inattention. Vous avez une documentation et oh, vous avez sauté cette ligne, dommage. Et du coup, l'idée c'est que à chaque fois qu'il y a un truc qui est automatisable, il faut l'automatiser dans la mesure du possible et du raisonnable. Et une autre idée de design, c'est quand vous allez faire une action, vous allez cliquer sur un bouton, vous lancez une commande, pas 50. Parce que si à un moment, vous devez vous faire confiance à vous-même sur le fait de ah oui, après avoir fait ça, il faut faire aussi ça, ça va forcément échouer. Enfin, à un moment, ça échouera et ça sera catastrophique d'une manière ou d'une autre. Du coup, on a un service en fait, on a plusieurs services cœurs dans cette infrastructure qui servent à maintenir des données essentielles, telles que quels sont les utilisateurs qui sont présents sur l'événement. Donc, toutes ces applications-là sont faites avec Django, juste pour pouvoir les administrer facilement, rajouter, enlever des utilisateurs. Et à chaque changement, cette application-là va envoyer une update pour que tous les services qui a besoin de savoir d'être mis au courant des changements d'utilisateurs changent selon ce qu'ils ont besoin de changer. Par exemple, sur les machines,
il y a un ETC password et ETC shadow, où il y a une liste d'utilisateurs et de mots de passe qu'on a besoin de régénérer à chaque ajout ou suppression d'utilisateur. Et pareil, il y a des mécanismes qui permettent de faire ça de manière plus intelligente, où oh là là, en fait, il n'y a pas de TC password, de TC shadow, les utilisateurs, ils vont être cherchés via LDAP. Mais le problème, c'est que si on fait ça, ça sera de la complexité en plus et ça sera une horaire en plus à débugger. Du coup, on préfère faire des trucs simples, où on va aller régénérer des fichiers texte qu'on peut aller regarder facilement, plutôt que s'attacher à des outils compliqués et difficiles à débugger comme LDAP. Donc, il y a un service intermédiaire qui est chargé de distribuer les mises à jour de la base de données, qui s'appelle UDB Sync. Et en fait, il y a plein de services qui s'appellent quelque chose Sync et qui ont pour charge de distribuer les mises à jour de la base de données aux services qui sont intéressés. Ils existent notamment parce que Django, c'est pas vraiment fait pour faire des trucs du genre. Vous allez avoir plein de processus différents qui vont prendre en charge les requêtes. Du coup, vous pouvez pas vraiment avoir un état global dans Django. Enfin, ça marche pas très bien. Et du coup, vous avez besoin d'avoir un état global pour pouvoir redistribuer cet état aux différentes personnes qui vont avoir besoin d'avoir des mises à jour sur l'état qui vous intéresse. Donc pareil, on a besoin pour ETC Password, les différentes applications de Django de l'infra qui vont du coup mettre à jour leur liste d'utilisateurs en utilisant ce même service, et les clés SSH des routes pour qu'ils puissent SSH sur les machines pour des bugs. Alors, en fait, du coup, un service qui va avoir besoin d'update, ça va ressembler à ça. Vous allez juste avoir, il va juste se connecter. Il y a une fonction qui va être appelée à chaque changement sur un champ qui est un champ intéressant pour le service. Donc, l'avantage d'avoir écrit ce service centralisé, c'est qu'il y a vraiment très peu de code à écrire. Qu'on voulait écrire un nouveau truc qui a besoin de telle information. Puis pareil, vous pouvez assez facilement combiner par exemple le besoin d'informations d'utilisateurs et informations sur les machines, et avoir un service qui fait les deux et qui les recoupe. Pareil, grâce à Django, c'est vraiment pas compliqué d'avoir un panel d'administration. Vous avez juste une jolie liste avec un bouton Add User en haut à droite. C'est vraiment pas particulièrement ardu. Il y a exactement la même chose avec les machines. Pour le coup, les machines, c'est une base de données un peu plus compliquée que les utilisateurs, notamment parce que un des trucs critiques de cette infrastructure, c'est de gérer des informations sur leur position et sur quel est leur serveur de fichiers référent. Du coup, il y a quelques lignes de code qui servent à faire le lien entre les machines et leurs serveurs référents, et aussi, du coup, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais en fait, ce qu'on utilise pour faire l'association entre la machine et son serveur référent, c'est des informations qu'on voit le switch sur lequel les deux sont branchés. Régulièrement, toutes les minutes environ, il y a les switches pas mal de switches vont envoyer un message avec un protocole qui s'appelle LLDP, qui va dire en gros bonjour, je suis le switch numéro machin. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est quand on démarre une machine, on peut attendre qu'un message comme ça arrive et faire la correspondance avec le serveur de fichiers qui a reçu le même message. Du coup, on peut être sûr d'être branché sur le même endroit et de pas être en train de faire de bêtises. Et du coup, pareil, MDB, il y a aussi des services qui se terminent par sync, qui font un service qui se termine par sync qui envoie les mises à jour, et d'autres services qui vont avoir besoin de mise à jour, comme MDB DHCP qui va s'occuper de mettre à jour la configuration du serveur DHCP, et MDB DNS qui fait pareil avec les noms des services, parce que du coup, on a envie de pouvoir contacter les machines par nom, pouvoir juste dire « Ah là là, un tel a un problème sur la machine temps en jetant ». On fait « Oui, très bien, je SSH machine temps en jetant ». On n'a pas envie d'avoir aller sur une interface web, une base de données pour trouver juste l'IP de la machine. Pareil, ça s'administre exactement pareil. Il n'y a vraiment pas de truc particulièrement compliqué. Alors un autre problème, c'est qu'il y a 120 machines. Si on doit un par un les enregistrer une par une, on n'est pas sorti de l'auberge. Du coup, ce qu'on utilise pour faire ça, c'est iPXE. iPXE, c'est un bootloader. C'est un bootloader qui a une grosse spécificité, c'est d'être conçu pour s'occuper du réseau. C'est-à-dire que c'est un machin qui est téléchargé comme système d'exploitation via PXE. C'est-à-dire votre machine démarre, elle demande une IP, après elle demande un OS, et l'OS qu'on va lui donner l'infra, c'est iPXE. Et iPXE, en gros, ça interprète un langage que vous connaissez, je pense bien, c'est le shell. Ça interprète une variante du shell. C'est pas exactement du shell, ça ressemble beaucoup. Du coup, on peut faire une sorte de script shell qui va aller attendre un paquet LLDP et renvoyer le paquet LLDP à une base de données centrale qui va s'occuper de faire l'association. En gros.
Alors, il faut savoir que LLDP, c'était pas une feature qui existait dans iPixie. Et du coup, elle a été rajoutée spécifiquement dans iPixie par un certain Mareo. Voilà, bon, ça pourrait être tout pour ça. Voilà. Du coup, pareil, il y a un menu pour enregistrer les machines. Parce qu'il y a un truc qu'on peut savoir, c'est sur quel serveur elles sont branchées. Par contre, on peut pas vraiment deviner genre quel est leur numéro dans la rangée. Du coup, en gros, on peut démarrer toutes les machines de la salle. Puis après, on va juste taper leur identifiant à la main. C'est beaucoup moins laborieux parce que on peut pré-remplir le numéro de la rangée. On a juste 2 caractères à taper. Enfin, pas le numéro de la rangée, pardon. Enfin, on peut pré-remplir pas mal d'informations quand même. C'est pas trop douloureux. Bref, du coup ça j'ai déjà dit, et puis après on tape le nom de la machine, c'est fini. Du coup il y a un service qui va recevoir, alors comment dire, iPixie c'est un bootloader, c'est pas vraiment fait pour manipuler des bases de données. Du coup il y a un service qui va faire l'intermédiaire entre le script iPixie qui a déjà une tête suffisamment qui est déjà suffisamment laborieux comme ça. Et la base de données de machine qui du coup a besoin d'être update quand on enregistre une machine. En fait ce qui se passe, c'est que quand une machine démarre, il y a ce service là qui va générer un script shell qui correspond à ce qu'on veut faire pour cette machine là. Parce que du coup, il n'y a pas, en vrai le script iPixie qui est utilisé lors du démarrage de machine, on n'a pas qu'un seul. Parce que ça va dépendre de ce que la machine fait. En fait c'est une stratégie assez commune dans iPixie, c'est qu'on va dire oh là là, j'exécute du code. Puis à ce moment-là, je vais redemander un nouveau script à une URL avec tel paramètre. Et là, il y a du nouveau code qui va être renvoyé et on continue comme ça. Voilà. Après, du coup, tous ces services-là, il faut les configurer. La stratégie qui est utilisée pour déployer la configuration de ces services-là, globalement, en fait, il y a une configuration par défaut qui marche. Et pour authentifier les services entre eux, pour éviter qu'il y ait un candidat qui puisse ultra facilement aller voir sur github.com/prologin/sadm et oh là là, il y a un service qui tourne ici, si je l'aime mettre route partout. Il y a un secret partagé. Enfin, en fait, du coup, les services doivent s'authentifier entre eux avec un mot de passe. Parce que si c'est juste un mot de passe, c'est notamment parce qu'on n'a pas envie de faire des trucs trop compliqués. Du coup, on a une paire de mots de passe par service. Et pour éviter de taper 500 mots de passe par service, on a un secret partagé et on dérive plein de secrets. On crée plein de paires de mots de passe en fonction de cet unique secret. Du coup, quand on installe le serveur pour la première fois, on tape un grand secret partagé, puis après il dérive plein de mots de passe, puis c'est bon, c'est fini. Ça c'est pratique. Du coup, résultat de l'automatisation, en 2018 c'est assez facile à installer. Il y a de moins en moins de problèmes. Et je pense que c'est relativement critique. J'ai des souvenirs très très douloureux de longs moments de désespoir où au final c'était juste de ma faute parce que ah là là, 1 heure avant j'ai oublié de faire ça. Du coup aujourd'hui c'est relativement automatisé et agréable à installer. Un autre truc du coup, pareil, il y a des matchs qui tournent sur les machines des candidats qui sont répartis sur les machines. Qui sont répartis sur les machines en fonction de leur charge, c'est-à-dire que on va éviter de mettre trop de matchs sur une machine qui en fait déjà tourner assez. Un autre truc qui a été introduit assez récemment, c'est du monitoring des logs. Ça faisait déjà un bout de temps qu'il y avait du monitoring qui existait sur l'état des services, c'est-à-dire qu'il y a chacun des services qui va avoir une URL qui va permettre d'obtenir des informations sur le nombre de requêtes qu'il reçoit ou des trucs du genre. Et du coup, il y avait déjà des jolis graphiques qui permettait de faire des super photos, montrer oh là là, on a 2 Tera de RAM, c'est tellement joli. Enfin, c'était pas très utile. Et plus récemment, on a commencé à agréger des logs pour pouvoir faire en sorte de voir immédiatement quand il y a un service qui crache un message d'erreur. C'est plutôt pratique, mais c'est chiant à installer. Après, dans les divers, il y a pas mal de trucs. Parce qu'en réalité, c'est 12 000 lignes de Python, donc c'est pas 12 000 lignes qui sont super faciles à balancer comme ça d'un coup. Il y a un service qui se charge aussi de suivre la présence des gens. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a besoin de faire ça. La première, c'est d'éviter qu'ils se connectent sur plusieurs machines. Parce que tout à l'heure, on l'a dit, NBD, ça marche, c'est pas fait pour être parallèle. Donc si on commence à rendre ça parallèle, ça risque de mal se passer. On a aussi besoin de générer une carte, notamment pour trouver les gens quand ils ont un problème. Il y a du single sign-on. En gros, les gens, on n'a pas envie que les gens aient besoin de taper leur mot de passe sans arrêt à chaque fois qu'ils accèdent à un service. Il y a pas mal de sites
qui sont utilisés pour le concours. Donc, ils peuvent poster des issues pour poser des questions sur le sujet, équivalent local des news, ou aussi soumettre leurs champions, parce que l'idée c'est quand même un concours d'IA, donc à un moment ils doivent submit quoi. Du coup il y a un site avec un scoreboard et plein de jolis trucs, et ça c'est un peu dommage qu'ils aient s'authentifier à chaque fois. Du coup il y a Nginx, le machin de tout à l'heure, Nginx qui est un serveur web du coup qui sert de front-end à tous ces services là, qui va authentifier les requêtes des gens en fonction de leur IP. C'est fait avec un machin qui s'appelle OpenResty, qui permet de mettre du Lua dans un serveur web, qui est probablement un des trucs les plus chiants de cette infra à maintenir. Et voilà, c'est tout. Et il y a aussi pas mal de services qui ont du RPC avec Async.io maintenant. Donc l'idée du RPC, c'est que vous allez abstraire les appels, tous vos appels en HTTP en transformant ça en appel de fonction. Et Async.io, c'est une super techno, une super feature de Python assez récente, enfin feature, bibliothèque plutôt. Et voilà, du coup, ça rend vachement plus agréable l'écriture de service en vrai. Du coup, un des grands projets, ça serait de migrer pas mal de services qui existent actuellement avec genre Tornado, qui est un ancêtre d'Async.io. Du coup, tous les machins en sync, c'est des services Tornado. Du coup, ça serait bien de les migrer avec Async.io qui est plus moderne et moins illisible. Une autre feature super cool, c'est qu'on peut installer l'infra automatiquement dans des conteneurs, ce qui permet de la tester plus facilement qu'en ayant besoin de démarrer 3-4 machines ou 3-4 VM. Et surtout, il y a Django qui a streamé de la musique pendant des années à Epita. Je sais pas, je crois qu'il y a maintenant ça a été remplacé, mais voilà, du coup, à la base, c'était fait pour ça, quoi. Après, c'est une infra aussi qui a subi des échecs, une grande variété d'échecs que j'ai pas tous connus, hein, parce que ça fait que 4 ans que je suis là, et ça fait un peu plus longtemps que ça existe. Des serveurs physiquement débranchés, des file systems trop compliqués qui ont fini par exploser, qui ont été difficiles à débugger, des services qui se connectaient à une base de données et qui ne retravaillaient pas quand ils ont perdu leur connexion. Du coup, une queue de mise à jour, et si le process s'éteint, la queue est directement, tout ce qu'il y a dans la queue a été oublié sans attendre de l'envoyer. Il y a eu plein de problèmes. Notamment, il y a plein de problèmes de matériel qui ne marche pas en général, parce que c'est pas aussi fiable que ce qu'on croit. Mais globalement, ça se passe plutôt bien. L'an dernier, il n'y a pas eu de downtime. Ça a été 36 heures relativement vraiment beaucoup calme, ce qui était assez agréable. L'année d'avant non plus, c'était pas trop douloureux. Et du coup, je pense que c'est le résultat d'une assez longue évolution. C'est plutôt agréable. Donc il y a des leçons qui ont été tirées. Le fait qu'il y ait un matériel simple, ça a beaucoup de valeur. C'est-à-dire que s'il y a un serveur qui crève, on peut juste prendre une des autres machines de la salle et la remplacer. C'est plutôt, je pense que c'est un très bon choix. Ça permet aussi d'éviter à l'assaut d'avoir entretenir du matériel qui finira par être obsolète. Alors qu'en vrai, il y a plein de machines qui sont standards, qui sont déjà fournies par Epita. Tout le travail d'automatisation qui a été fait pendant les dernières années a énormément de valeur. Pareil, une modification, une intervention, c'est super. Le fait d'avoir une architecture modulaire, je pense que c'est vraiment critique. Du coup, on n'a pas besoin. Si on a besoin ou si on veut changer quelque chose dans l'infrastructure, on n'a pas besoin d'aller toucher à plein d'autres services. C'est vraiment juste quelque chose de self-contained à rajouter à un endroit. Et surtout, c'est low-tech. Enfin, il n'y a rien de vraiment très magique dans cette infra. C'est assez facile à appréhender. Il y a 12 000 lignes de code, ça a l'air d'être beaucoup comme ça, mais en réalité, c'est 12 000 lignes de code très lisibles et qui sont très réutilisables aussi. Je pense que ça m'arrive assez régulièrement à moi et aux autres mainteneurs cette infra d'aller piquer des bouts de code à droite à gauche, juste parce qu'on sait que c'est un bout de code intéressant et le code est suffisamment lisible pour qu'on se souvienne où il est. Du coup, je pense qu'avoir une infra simple, c'est aussi super intéressant en termes de maintenance et de perspective long terme. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez aimé cette présentation, que ça a été clair. Je suis pas sûr que ça a été très clair, notamment parce qu'il y avait plein de trucs que je pouvais pas aborder, plein de bases communes que vous avez peut-être pas tous, mais je pense que ça aurait été difficile à aborder en je sais pas combien de minutes. 31 minutes, ce qui est beaucoup plus rapide que ce que je pensais, mais je pensais être trop long d'habitude. Écoutez, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Personne?
Bon bah c'est parti pour un quart d'heure de pause. Et bon, et du coup si tout ça vous a intéressé, si vous avez envie d'en apprendre plus, ou faire quoi que ce soit d'autre, contribuer à cette infra, ben, vous pouvez venir. Oui. Pour entrer en Prologin, tu envoies un mail à info@prologin.org. Pour rentrer à Prologin, envoyez un mail à info@prologin.org. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est presque gratuit. Je déconne. Voilà, bonne pause. C'est quoi la conf d'après? Vas-y, fais-toi du coup. Non, pas de suite.